Salut tout le monde, Bruno. On a une grosse journée aujourd'hui devant nous. On va faire encore, comme d'habitude, une analyse géopolitique, présenter la situation at large à travers les topics qui sont les plus importants, puis on va finir par une analyse technique. Ce jeudi qui vient, je me propose de vous expliquer quelques outils pour améliorer vos trades. En tout cas, vous donner les meilleurs signaux pour prendre position. Donc, pourquoi je m'intéresse autant à la géopolitique, politique? Bien, évidemment, c'est que je sais que les grands événements bousculent les marchés, nous bousculent nous d'abord et les marchés ensuite, et qu'on peut toujours, à un moment donné, développer des scénarios par rapport à ce qu'on comprend des événements actuels, puis anticiper finalement certains développements pour des secteurs d'activité donnés ou pour des stocks en particulier. On a un problème actuellement avec la crise climatique, problème avec la pollution. Bien évidemment, il va falloir qu'il y ait des pistes de solutions pour les êtres humains pour nous sortir un tant soit peu de cette problématique-là. Et si c'est le cas, bien, il y a des compagnies qui vont développer des outils pour nous permettre de mieux travailler à l'intérieur de ces paramètres-là. On a quelqu'un actuellement qui fait du clean-up des océans, qui a proposé des outils pour nettoyer les océans du microplastique, pas les microparticules, mais le plastique en général. C'est une piste de solution. Cette compagnie-là, éventuellement, bien, il va y avoir des actions qui vont être émises et dans un contexte où ça va devenir très important, bien, peut-être que cette compagnie-là et ces actions-là vont être portées au sommet. C'est dans ce sens-là que j'utilise l'information générale de la géopolitique, politique, sociale, pour pouvoir éventuellement me faire une meilleure idée sur les marchés. J'aime aussi toujours développer des scénarios par rapport au possible. Quand il y a un événement qui se produit, je me pose plusieurs questions, puis j'essaie de voir les choses sur différents angles. Les possibilités qui vont suivre, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, même si on trade à long, moyen ou court terme, on peut toujours bénéficier d'une bonne compréhension des événements. Et aussi, on habite cette planète-là, c'est que c'est important à un moment donné de connaître un petit peu l'environnement dans lequel on baigne, évidemment. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de certains points, certains événements qui sont extrêmement importants pour nous en ce moment. Donc, le premier, évidemment, c'est le conflit Israël-Palestine. Je vais y revenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il y a aussi le conflit par rapport à l'Ukraine. Donc, ce conflit-là, Russie-Ukraine, c'est problématique. Les pays européens, les pays frontaliers craignent un débordement. La Pologne, le Danemark, ces pays-là sont très préoccupés par la situation. Et de la façon que les Russes progressent actuellement, pas sur le terrain, mais leur logique, ben ça fait craindre le pire. Il y a une coalition actuellement, les pays membres de l'OTAN, et il n'y a pas une entente parfaite. Il y a quand même un front commun, mais on sent à certains endroits qu'il pourrait y avoir à un moment donné de la dissension ou des craquements. Et ça pourrait poser problème à court terme. Et la Russie en est consciente. Donc, actuellement, pour les pays frontaliers, la question du réarmement, de la protection de leur territoire est extrêmement importante. Bien que s'il y a une invasion de la Pologne ou d'un autre pays membre de l'OTAN, ben tout le monde qui font partie de la coalition rentre en guerre, ni plus ni moins. On voit actuellement que les enjeux augmentent et qu'on s'en va vers peut-être une plus grande flexibilité octroyée à l'Ukraine pour pouvoir contre-attaquer avec des missiles de longue portée. On a parlé tout à l'heure du conflit israélo-palestinien, on va y revenir, parce que c'est quand même ce que je vais toucher le plus aujourd'hui. L'autre, ça va être la crise climatique mondiale. Donc, moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette crise-là? Avez-vous une idée des tenants et des aboutissants?
Évidemment, actuellement, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet et sur 9 paramètres qui ont été établis par les scientifiques concernant le dérèglement climatique, on a déjà franchi 6. Donc, si vous me laissez quelques secondes, je vais pouvoir vous dire quel institut a fait le travail à ce niveau-là. Ça ne sera pas très, très long. Donc, c'est l'Université de Potsdam qui a fait une espèce de mémorandum sur le climat et on a établi plusieurs points qui représentaient finalement des balises pour nous sauvegarder du pire. Le premier, c'est évidemment les changements climatiques. Ça concerne évidemment le gaz à effet de serre, le CO2. Et il ne faut pas qu'on aille un seuil trop élevé dans l'atmosphère. C'est déjà franchi. Le deuxième, c'est la perte de biodiversité pour qu'il y ait un équilibre entre les espèces pour que l'équilibre se maintienne. Malheureusement, les écosystèmes actuellement sont en train de s'écrouler, sont en train de disparaître. Le cycle de l'azote et du phosphore, évidemment, dans l'atmosphère, on voit actuellement qu'il y aura des gros changements. Les changements dans l'utilisation des sols. Évidemment, on transforme énormément de sols vers l'agricole, puis la pollution augmente de ce fait-là. Et on ne laisse pas finalement suffisamment de zones pour que la nature maintienne son rythme, sa cyclicité. L'acidification des océans. Gros problème actuellement. Les océans s'acidifient. C'est un autre point. Et c'est au point où on est rendu actuellement par rapport au débordement dont je vous parlais sur les 9 points. Le 7e point, c'est la concentration en aérosol dans l'atmosphère. Le 8e, c'est l'appauvrissement de la couche d'ozone. On n'y est pas rendu encore, mais on y court. Puis le 9e, c'est la pollution chimique. Donc, l'Université de Potsdam a développé cette espèce de grading lines-là pour déterminer où on en était dans notre délire. On est rendu très loin. Outre la crise climatique, il y a les programmes nucléaires sud-coréens qui posent problème. On a un type qui est complètement déjanté, qui a le support de la Chine, et c'est pas parce que je prends le parti des pays occidentaux et que je crois qu'on est honnête, gentil et sympathique. C'est pas le cas. Mais force est d'admettre que ce type-là, parmi les imbéciles au sommet, il y a le pole position sans contredit. L'instabilité au Moyen-Orient, c'est pas seulement que Israël et la Palestine, c'est aussi la Syrie, le Yémen, l'Iran versus l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Il y a des problèmes. Et à un moment donné, quand les problèmes s'accumulent, ils peuvent se multiplier entre eux. C'est ce qu'on veut pas. La montée des nationalismes ensuite, puis des populismes partout en Europe. Donc, que ce soit en Angleterre, en Pologne, en Hongrie avec M. Orban, en Allemagne, on voit une augmentation de la droite. La droite est de plus en plus présente, puis les questions nationales, les questions sur l'identité sont de plus en plus reprises, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'évidemment, il y a un fond de vérité dans tout ça. Il y a eu des crises climatiques, pas climatiques, mais migratoires qui ont été mal contrôlées. On a essayé de nous mettre à travers la gorge le multiculturalisme comme étant la solution à toute chose. Puis on voit les limites, finalement, de ce raisonnement-là, de cette idéologie-là. Donc maintenant, on part dans l'autre direction, puis on se retrouve finalement avec des gens qui jappent haut et fort. On n'est pas nécessairement dans le gros bon sens. On est plus dans la réaction émotive. Donc ça, c'est les points qui sont préoccupants. Il y en a d'autres. Je vais vous présenter les autres points, évidemment, qui nous préoccupent. La course aux armements, puis la militarisation de l'espace. On voit que les pays comme la Chine, les États-Unis pensent déjà à ce qu'ils vont faire avec les nouvelles technologies au-dessus de nos têtes. Donc, c'est comme s'il n'y a aucun territoire qui est exempté de cette réalité-là. La cybersécurité, les cyberattaques, le risque du biohazard, c'est quelque chose qui nous guette.
c'est quelque chose qui change nos façons de faire. Donc, il y a possibilité d'investir dans la biosécurité. Il y a des compagnies qui se commettent à ce niveau-là. Il y a des problèmes qui sont criants, même pour des gens comme vous qui travaillez sur l'ordinateur jour après jour. Il peut y avoir finalement des compagnies qui vont vous proposer de protéger votre data. On en est là. Et au niveau des États, c'est aussi vrai. On peut, à différents niveaux, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de certaines entreprises, qu'est-ce qu'on nous propose comme solution. Pour vous, traders, c'est des occasions. La crise des réfugiés et de la migration actuelle, ça pose problème aussi. Parce qu'un État, pour recevoir tout ce beau monde-là, doit être prêt. Et ces gens-là, eux-mêmes, à un moment donné, peuvent poser problème parce que leur culture, leur niveau d'éducation, leur habitude peuvent être diamétralement opposées à celles des pays d'accueil. Au Canada, on a un gros problème, ça déborde de partout. On manque évidemment de ressources sociales, de maisons pour accueillir ces gens-là. Puis on voit un petit peu tous les problèmes que ça peut amener à court, moyen, long terme. Et si jamais il y avait des pistes de solutions, bien, il faudrait voir de quelle façon ces gens-là vont s'insérer dans notre économie, dans notre environnement, quels vont être les problèmes de demain. Indirectement, ça va toucher certains secteurs du marché. Il n'y a rien qui ne touche pas les marchés. Les pandémies mondiales aussi sont un problème. Donc, quand on regarde du point de vue géopolitique, ce qu'on a vécu avec le COVID pourrait être remis sur la table avec un nouveau virus, avec tous les problèmes d'origine et de contrôle qu'on a eu par rapport au COVID-19. Donc, est-ce que ça venait du Yuan? Est-ce que ça a été développé en laboratoire puis que ça a été échappé? Et aussi, tout ce qui est venu comme problème relié à la santé, puis comme solution, tout ce qui est venu s'ajouter au COVID, c'est quand même énorme. Si vous regardez, là, quand on a été confinés, ben, il y a eu une drop au niveau de l'économie qui a été marquée. Récupérée par la suite, mais il y a eu une drop. Puis évidemment, au Canada comme ailleurs, il y a eu des aides qui ont été faites pour la population. Et puis, ben, ça coûte ces aides-là, c'est de l'argent, puis c'est souvent de l'endettement. Il faut voir comment un événement, il y a un ripple effect, il y a un effet direct entre l'événement puis les conséquences de cet événement-là. On revient vite fait à Israël. Donc, Israël, c'est des milliards de dollars. Je crois que c'est 3,8 milliards de dollars qui sont octroyés par les États-Unis sur une base régulière aux Israéliens, ceux qui leur fournissent aussi le gros de leurs armes, leurs munitions plutôt. Et puis, là, actuellement, à cause de la crise, il y a encore plus d'argent qui est déversé dans le système israélien pour soutenir leur effort de guerre. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe là-bas, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais on voit bien là, que ça dérape solidement, qu'il y a de plus en plus de morts, et c'est absolument injustifiable, du coup civil, des morts civiles. Au Liban, il y en a à peu près déjà 500. Il y a 40 000 morts et plus en Palestine. Il y a 3 600 enfants qui sont morts là-dedans avec des femmes. Il y a des écoles qui ont été absolument décimées. Des hôpitaux, 17 sur 36, je vous disais antérieurement. Donc, on voit vraiment que le 7 octobre sert ni plus ni moins de prétexte à une exaction. Et d'ailleurs, le World Watch, Amnesty International et tout, parle d'un génocide et d'un système d'apartheid en Israël. Israël, même avant le 7 octobre, fonctionnait d'une certaine façon, et on peut dire qu'elle mentait systématiquement sur toutes les lignes pour justifier finalement une brutalité excessive, des meurtres en quantité industrielle du côté de la population. Il y a énormément de viols aussi. C'est un modus operandi. Donc, faites vos recherches vous-même, consultez ChatGPT, allez voir des sites officiels, justement, comme Amnesty, et vous allez voir que c'est quand même incroyable qu'un État qui fonctionne comme ça, qui puisse avoir encore un semblant de crédibilité. En tout cas, elle a acheté probablement sa place dans les médias parce qu'elle a réussi à faire avancer son narratif à son avantage. C'est comme si c'était toujours en défense, alors que dans les faits,
elle provoque constamment des réactions. Parce qu'oublions pas que les Palestiniens défendent un territoire qui leur a été volé. Point à la ligne. Et depuis 1948, même avant, quand on regarde ce qui s'est fait en Israël, ben, quand on parle de terrorisme, ils ont été quand même en haut de la pyramide. Et on nous parle encore maintenant d'armée la plus morale au monde. Donc, c'est une grande farce, là. On se rend compte qu'à un moment donné, on vit dans un monde où il y a de la manipulation. Et c'est pas un hasard qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui est tombé du côté de la théorie du complot parce que ça devient imbuvable. Puis à un moment donné, c'est inacceptable de voir ces choses-là à répétition alors qu'on défend le bourreau. Ça n'a pas d'allure. Vous pouvez aller sur Internet regarder un type qui s'appelle Indy. Les noms m'échappent présentement. Comment il s'appelle donc? Bon, peu importe, là, je vais tenter de vous donner les noms sous peu. Donc, il y a 2 bonhommes que je suis. Il y en a un qui est un journaliste indépendant, très intéressant, qui vit en Angleterre, qui est né à Damas, et puis qui est très... Les informations qu'il donne sont extraordinaires. Et puis, l'autre personne dont je vous parle, au niveau de l'explication générale, c'est très intéressant aussi. Donc, je vous donnerai les noms. Je vais demander à mon équipe de vous les fournir avec les titres là, du vidéo présent. Donc, c'est ça qui se passe actuellement. Puis, évidemment, ben, on peut être préoccupé de la situation. Je vais juste finir par rapport à Israël. Je ne veux pas oublier ça. Vous savez, dans un régime dictatorial, tu ne peux pas critiquer les gens qui sont au pouvoir, d'aucune façon. Et dans nos sociétés, on ne peut pas critiquer l'État d'Israël sans se faire attaquer comme quoi on serait antisémite. Alors que c'est 2 choses complètement différentes. La haine des Juifs ou le dégoût qu'on peut avoir par rapport à l'État israélien, c'est tout à fait 2 choses. Et très souvent, quand on ne peut pas attaquer un groupe de façon rationnelle, pas avec des propos haineux, mais de façon rationnelle, ben, il faut se poser la question, comment ça se fait? Qui paye sa place? De quelle façon un certain groupe peut être protégé de cette manière-là? Et très souvent, poser la question, c'est d'y répondre. Donc, aux États-Unis ou en France ou ici, très difficile de critiquer l'État d'Israël. En France, encore plus. Aux États-Unis, un peu moins, parce qu'il y a énormément de jeunes Juifs. Je fais la distinction, qui se rendent bien compte actuellement qu'on les a programmés, manipulés pour réagir d'une certaine façon quand quelque chose se passait là-bas. Et maintenant, ces gens-là prennent leur distance parce que c'est des gens sensibles, des gens qui ont une famille, puis qui comprennent que la souffrance humaine, ben, elle n'appartient pas à personne en particulier. Et on est empathique. Bon. Donc, tous les problèmes qu'on a soulignés aujourd'hui, ce sont ni plus ni moins que des fenêtres qui s'ouvrent sur des possibles. Puis moi, je vous invite à investiguer ça pour voir à tous les niveaux l'impact que ça peut avoir par rapport au marché. Quand on parle d'Israël, on parle de munitions. On parle évidemment qui parle de munitions, on parle de guerre, on parle de mort, mais on parle finalement des commodités, le pétrole. Donc, toutes ces choses-là qui sont reliées à l'économie quotidienne, vous pouvez, comme trader, essayer d'anticiper ce qui va se produire pour pouvoir éventuellement prendre position ou pas. Donc, après ça, c'est vos choix personnels. Si vous regardez au niveau climatique, comme je vous disais, la même chose. Quand vous regardez les tensions qu'il peut y avoir entre un pays et un autre, ben, il peut y avoir des ententes commerciales qui, à un moment donné, vont être bousillées du fait de ces oppositions-là, ou il peut y avoir, au contraire, des ententes commerciales qui vont se signer parce qu'il y a une menace et il faut la compenser. Donc, soyez conscients que chaque événement sur la planète amène une restructuration, un reset du comment on va procéder. Donc, utilisez la géopolitique pour comprendre le monde dans lequel vous êtes, puis améliorer vos chances de trader dans des environnements, dans des marchés fonctionnels, efficaces. On a fait le tour pour la géopolitique.
Maintenant, je vais passer à l'analyse technique. On va regarder Tesla un petit peu parce qu'on l'avait vu antérieurement et je vais voir avec vous où est-ce qu'on en est. OK, donc on va regarder un petit peu Tesla par rapport à ce qu'on avait dit, par rapport à ce que je pense. Donc évidemment, ça me regarde moi. Je vous partage une opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Je m'excuse s'il y a du bruit derrière. Ils font de la construction dans le Vieux-Montréal. Et puis, il semblerait qu'on a l'équivalent de 100 tanks là, qui travaillent derrière nous. Donc, le bruit, la vibration que vous entendez, c'est ça. Donc, on avait dit, nous, récemment, qu'on croyait, j'avais dit que j'anticipais une chute pour Tesla. Et vous voyez que dans les derniers jours, dans les dernières semaines, on a plutôt monté. Il y a une progression. On est aujourd'hui mardi. Je crois que c'est mardi dernier, ou même un petit peu avant, où on avait parlé de Tesla. Donc, on était un petit peu dans ces eaux-là, je crois bien. Il y a une percée de Tesla, montée, une rétraction. Puis là, depuis quelques jours, wow, ça l'a monté quand même pas mal haut. On vient concurrencer un ancien ISI. Mais si vous regardez Tesla sur du weekly, bien là, les perspectives changent. Puis vous voyez que notre fameux, on avait fait une espèce de triangle, mais on pourrait facilement maintenant là, voir qu'on est peut-être dans une zone de résistance où est-ce qu'on est présentement, au niveau de nos chandelles. On a peut-être atteint un niveau de résistance. On voit ici qu'on avait un value area ici, on avait un autre ici. On est venu retester ce niveau-là. Ça m'étonnerait qu'on perce de beaucoup. Si jamais on perçait, qu'on perçait de beaucoup. Et comme on s'en va vers une annonce bientôt de Tesla, j'ai comme l'impression que le marché donne son va-tout, comme quelqu'un qui s'épuiserait dans un sprint avant finalement de passer de la vitesse maximale au zéro absolu. C'est mon impression ici. Maintenant, je suis prêt aussi, advenant que le marché ne fasse pas ce que je prédis. Parce que, évidemment, je ne suis pas Dieu le Père. Donc, il y a des fortes chances, si on brise ce niveau-là, où ma ligne qui est bendée légèrement, il se pourrait qu'on poursuive la montée. C'est un scénario potentiel. Moi, ce que je préférerais, c'est qu'on ait une résistance à ce niveau-ci qui amène un renversement, que je puisse me timer sur ce renversement-là, et à ce moment-là, je pourrais définitivement travailler à l'intérieur de la zone ici, puis même plus bas. Donc, je ne vise pas plus que ça actuellement, parce que c'est déjà en soi un gros mouvement, ça. Si on se remet en daily, ça peut représenter des trades sur plusieurs jours. Donc, ce que je veux voir actuellement, c'est est-ce qu'on va briser l'ISI, qui est ici, l'IS Low, ou pas. Si on ne le brise pas, au niveau des probabilités par rapport à ma trade, ça devient très, très intéressant. Rappelez-vous que là, le marché va probablement... Il peut y avoir de la manipulation sur le marché pour qu'il y ait une augmentation des prix parce qu'il y a une anticipation sur l'annonce qui va peut-être être négative. Et si c'est le cas, là, ça pourrait descendre ici, voire plus bas. Donc, c'est des scénarios possibles. Et je me préparais, dans le cas actuel, à une montée potentielle, mais surtout à une descente qui serait confirmée dans cette zone-là. Pour pouvoir confirmer une descente comme ça, d'abord, je travaille du point de vue structurel avec mes chandelles, puis ensuite, j'utilise des outils secondaires pour confirmer ce qui se passe. Et je fractalise en termes de temps. Je vais passer du daily à du 4 heures à du 1 heure pour pouvoir vraiment bien voir qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas que globalement, on est baissier et que la tendance est baissière actuellement. Donc, ce qu'on vit, c'est un microcycle haussier au sein d'une baisse qui est marquée depuis longtemps. La baisse sur Tesla, si on la regarde, c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé à avoir cours. En 2022, Tesla commence à descendre. On est en
Si on descend, OK, ça c'est une descente. Puis ensuite, ça s'est poursuivi. Le plus bas qu'on ait atteint, c'est dans les années 2023, il y a un an. Puis par après, on a remonté. Puis vous voyez que la remontée, ben, c'est fait de différentes façons. On a ici eu une espèce de wedge baissier. Puis là, par rapport à ces niveaux-là, même, on est sous pression. Il y a une pression baissière. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se produise avec Tesla pour que ça monte? Bien, il y a plusieurs facteurs. Du point de vue fondamental, il faudrait que vous fassiez vos recherches. Due diligence. Par contre, du point de vue technique, ce qu'on sait, c'est que s'il y a une réjection à ce niveau-ci, bien, merci, bonsoir, on va redescendre. Et les zones qu'on a anticipées de descente dans l'espèce de creux, notre volume profile ici, bien, c'est très, très, très pertinent jusqu'à notre point of control. Donc, regardez ça correctement. Pour finir, on va regarder un dernier titre. On va regarder XAUUSD. Donc, XAU, évidemment, le vent dans les voiles du fait du contexte. Actuellement, même si les Américains, la Fed, a baissé ses taux d'intérêt, le fait qu'il y ait énormément d'instabilité à l'international, c'est ça qui est le vecteur principal de l'XAU. Ce qui fait que l'or progresse constamment actuellement, c'est l'instabilité. Donc, à chaque fois que je vous parlais tout à l'heure de relations entre le géopolitique et le marché lui-même, ben, bel exemple ici. Ça ici, il y a probablement une grande partie de cette évolution-là qui est due au contexte au Moyen-Orient ou en Ukraine. Et ailleurs aussi. Et plus le monde va dérailler, plus l'or risque de de se bonifier. Parce que l'or, c'est encore une valeur refuge. Même si l'or n'a pas rempli parfaitement son rôle de valeur refuge à temps plein, on a changé à un moment donné l'or comme étant la monnaie de référence. On l'a changé avec les accords Bretton Woods et tout. C'est le dollar qui est devenu la référence. Mais il reste encore que l'or est sonnant et trébuchant et les gens s'y réfèrent. Et actuellement, on voit qu'il y a une grosse progression. Si vous regardez, là, depuis 2023 en octobre jusqu'à maintenant, c'est une montée qui est constante. Pas de besoin d'être un génie de la lampe pour voir ici là, que c'est une montée. C'est évidemment, il y a toujours des rétractions, mais si on fait le dessin de tout ça, là, on est en progression. Il n'y a pas de doute là-dessus. On avait eu une période auparavant de consolidation qui avait été quand même assez longue. Vous voyez qu'on a travaillé énormément ici dans cette zone-là. Ça correspond aussi à notre volume profile. Le bulk, le value area, puis notre point of control. À partir du moment où on a fracturé ce niveau-là ici, il y avait possibilité d'aller plus haut. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la zone de travail, puis on anticipe qu'on peut faire sensiblement la même chose. Ça correspondait à 18% de progression. Ça nous menait ici. OK? Et on a même excédé ça, parce qu'évidemment, avoir des références puis travailler avec des probabilités, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ces probabilités-là. C'est le cas actuellement. Maintenant, il faut faire attention. C'est sûr qu'il va y avoir une correction. Est-ce que la correction va se faire demain ou après-demain? Aucune idée. Mais là, on a eu ici 3 semaines de progression. On n'est pas à l'abri prochainement d'une petite rétraction qui va nous ramener sur nos lignes vertes ou plus bas. OK? En vue peut-être d'une montée subséquente parce que le monde va mal. Donc, c'est ce qui risque de se produire ici. On a fait le tour de la question. On voulait vous présenter les choses globalement. Appelez-nous
Faites-nous des thumbs up. Dites-nous ce que vous pensez des vidéos, ce que vous aimeriez voir. On va se faire un plaisir d'essayer d'être convenant puis d'aller dans votre direction. Vous pouvez nous visiter, vous pouvez nous appeler. C'est la beauté de la chose. Si vous êtes à Montréal, on est dans le Vieux-Montréal. Appelez-nous par contre auparavant parce que sinon, vous allez vous cogner le nez sur une porte quand on est occupé. Merci beaucoup. Et puis, inscrivez-vous, parlez-en à tout le monde. Notre chaîne est quand même toute jeune. Puis, on espère évidemment la rendre le plus dynamique possible. Passez une bonne journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.